congénères. Ouais, salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. La dernière fois, nous avons parlé de la sélection naturelle comme étant le moteur de l'évolution. Mais ce n'est pas le seul type de sélection en jeu, comme nous avons pu le dire. Merci de me poser la question, Canne Blanche. Il y a en effet un autre mécanisme tout aussi important. Le sexe! Hein, que quoi? Où? Ah, ça t'intéresse soudainement. Bah tu peux te la mettre derrière l'oreille, car là, on va parler de sélection sexuelle. Donc fais plutôt affluer le sang oxygéné vers ton cerveau. Rabat-joie. Vous connaissez le format, un peu d'histoire pour mettre dans le contexte. Tout commence avec Charles Darwin. Oui, encore. Complot. Il vient de publier son Origine des espèces, qui met en évidence la sélection naturelle. Et déjà, une nuée de détracteurs s'attaque à sa théorie. Mais certains vont mettre le doigt là où ça fait mal. Tu veux dire dans le... Je veux dire que certains ont des arguments qui tiennent, et notamment deux exemples majeurs de sélection naturelle qui ne marchent pas. Deux exemples qui vont rendre Darwin malade. Le pan, toujours vivant, et le mégacéros, éteint il y a environ 10 000 ans. Du genre Mégalocéros, appelé aussi élan irlandais, un cervidé géant qui vivait en Europe durant la dernière période glaciaire et dont les mâles arboraient des bois de près de 3 mètres d'envergure. Les mâles de ces animaux possèdent des caractéristiques morphologiques qui semblent plus présenter un désavantage du point de vue de la sélection naturelle qu'autre chose. La longue queue richement colorée du pan le rend plus visible des prédateurs et l'empêche de bien voler, et les larges bois des mégacéros le gênaient sans doute en milieu forestier et lui demandaient certainement une bien plus grande consommation d'énergie. Donc, comment expliquer l'existence de telles espèces, et notamment cette distinction entre mâles et femelles? Darwin va cogiter, et il va trouver la solution qu'il publiera en 1871 dans un ouvrage intitulé « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». Super. Tu nous expliques le principe ou on doit se taper le bouquin? On est d'accord que ce qui importe d'un point de vue biologique, c'est le nombre de descendants que l'on laisse. Le fameux succès reproducteur différentiel. Donc la survie, et surtout la longévité de l'individu en soi, n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est qu'il se reproduise davantage que ses congénères, quitte à en mourir. On n'est plus dans la lutte pour l'existence, mais dans la lutte pour la reproduction. Là où la sélection naturelle va avoir tendance à standardiser les attributs extérieurs des membres d'une même espèce pour la survie, la sélection sexuelle va créer une différence entre les mâles et les femelles, leur rôle dans la reproduction étant différent, et même entre les jeunes et les adultes, ces derniers étant les seuls à devoir se préoccuper de compter fleurettes. Un mâle pouvant potentiellement féconder plusieurs femelles, tandis qu'une femelle ne peut être généralement fécondée que par un seul mâle, une forme de compétition va se créer entre ces derniers pour se reproduire avec un maximum de femelles. Une compétition entre mâles aboutissant donc à une sélection intrasexuelle. Car elle n'implique les membres que d'un seul et même sexe. Du coup, toute caractéristique permettant au mâle d'empêcher ses concurrents d'accéder aux femelles, de s'accoupler, de se reproduire, sera positivement sélectionnée. Afin d'éviter notamment la compétition spermatique. Je vous renvoie aux excellentes vidéos de Dirty Biology traitant de ce sujet. Cela inclut des aptitudes permettant d'évincer les rivaux par la force ou l'intimidation, d'atteindre les femelles avant les autres en étant plus rapide ou en ayant des capacités sensorielles plus affûtées, ou simplement en rendant la femelle indisponible. En lui obturant les voies génitales, ou en l'incitant à repousser elle-même les autres mâles. Par exemple, les mâles de certaines espèces d'araignées ou d'insectes, en se sacrifiant, se garantissent ainsi que la femelle est occupée à les becter plutôt qu'à remettre le couvert avec un autre, le temps qu'elle soit fécondée. En outre, le surplus de protéines qu'ils apportent offre en bonus un taux de survie supérieur à leur descendance. La reproduction avant tout. C'est ce qui explique la présence de certains caractères chez un seul sexe et seulement à l'âge adulte dans une même population. Par exemple, chez les cerfs, les bois servent au combat entre mâles pour l'accès aux femelles et le contrôle des harems. S'il s'agissait d'un attribut pour se défendre des prédateurs, les biches éléphants en posséderaient également. On a différenciation en termes d'apparence ou de taille entre les mâles et les femelles d'une même espèce. On parle de dimorphisme sexuel. Mais la compétition entre mâles ne fait pas tout. Les femelles ont aussi leur mot à dire. On en vient aux pans et aux mégacéros. Les attributs des mâles ne peuvent pas s'expliquer du point de vue de la compétition. Les bois du mégacéros sont surdimensionnés pour servir uniquement à des joutes entre mâles pour les femelles, et la queue du pan n'a qu'une fonction esthétique qui n'a même pas le mérite de dissuader les rivaux. Cependant, on observe une constante. Les mâles les plus ornementés sont également ceux qui semblent être les plus vigoureux et en meilleure santé.
De plus, porter un ornement qui dans l'absolu pourrait s'avérer être un handicap pour la survie de l'individu est le signe d'une résistance et d'une aptitude à trouver ou à conserver des ressources dignes de laisser une descendance partageant des caractères similaires. Diminuant donc le taux de mortalité potentiel de celle-ci. Ces caractéristiques vont donc amener les femelles à choisir ces mâles, car présentant potentiellement le meilleur patrimoine génétique avec lequel fabriquer la prochaine génération. Cela a tendance à accentuer le dimorphisme sexuel, et aboutit à certaines formes étonnantes et comportements qui pourraient presque passer pour suicidaires chez les mâles. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? Amour n'est pas le mot qui me serait venu en premier. C'est ce qui est à l'origine des rituels et autres parades amoureuses, des danses et des chants nuptiaux, des couleurs vives et autres organes excentriques chez les mâles de certaines espèces. Dans la sélection intersexuelle, c'est la séduction qui prime. Sans ça, fini le chant des grenouilles, des cigales et des oiseaux, les plumages colorés. Oui, et la douce lueur discrète des lucioles qui dissipent furtivement les ténèbres de la nuit. Ah, le poète en carton. Tu veux pas aussi nous jouer un petit accompagnement musical, Richard? Ah, ça va. À savoir cependant que les rôles peuvent être inversés. Ainsi, chez les espèces polyandres, c'est-à-dire dont les femelles ont plusieurs partenaires sexuels, ce sont ces dernières qui se parent de leurs plus beaux ornements pour séduire les mâles. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais au final, pourquoi le sexe? Sérieusement? Mais parce que c'est fun! Le sexe c'est trop bien. Non, en vrai, la reproduction sexuée a été probablement positivement sélectionnée parce qu'elle apporte, par le biais du brassage génétique qu'elle génère, une plus grande variabilité dans la population, et donc une meilleure adaptabilité. Elle permet également par là même de diminuer l'impact des mutations génétiques néfastes en évitant leur accumulation. Lors de son apparition chez des organismes unicellulaires ancestraux, sous forme d'échanges aléatoires de gènes, elle devait s'apparenter à une sorte de parasitisme. Cependant, ce système a dû présenter, dans des conditions environnementales changeantes et extrêmes, un avantage sélectif non négligeable, car amenant à l'émergence de nouvelles aptitudes beaucoup plus rapidement que par simple cumul de mutations fortuites et spontanées. Il est cependant amusant de constater que la reproduction asexuée a tendance à revenir en force chez certaines espèces, car elle présente elle-même pas mal d'avantages dans des environnements stables. Inutile de chercher un partenaire sexuel et de s'accoupler, donc gain de temps et d'énergie. Tu gâches vraiment tout. Attends, tu vas voir, c'est pas si simple. D'autant qu'il n'existe actuellement aucun cas d'espèce totalement asexuée non issue d'une perte du sexe. Je vais donner quelques exemples. Les lézards fouette-queue sont un groupe de reptiles nord-africains totalement asexués. La population est uniquement constituée de femelles qui se reproduisent par parthénogenèse. En gros, elles se clonent elles-mêmes. Cependant, fait amusant qui démontre que ce groupe est issu d'une espèce sexuée ayant perdu récemment cette capacité, les femelles doivent simuler entre elles un accouplement pour déclencher l'ovulation. Ici, pas de fécondation, mais une persistance de comportement copulatoire lié à un besoin d'échange mutuel de stimuli pour amorcer le processus. Dans un style différent, on trouve les poissons du genre Poeciliopsis. Dans leur cas, la population n'est aussi composée que de femelles, pondant des œufs issus de la parthénogenèse, donc totalement complets d'un point de vue génétique pour donner des embryons qui seront des copies de leur mère. Or, là où un problème persiste, c'est au moment de la division cellulaire et de la détermination de l'avant et de l'arrière chez l'animal. En effet, chez ces poissons, c'est le point d'entrée du spermatozoïde dans l'ovule qui détermine cette orientation. Sans ce dernier pour initier le processus, pas de possibilité de développement embryonnaire de l'œuf. Attends, il y a un truc qui te déconne dans ton histoire. Où elle le trouve, le spermatozoïde, s'il n'y a que des femelles? C'est là que c'est marrant. Elles vont aller le chercher chez les mâles d'une espèce voisine, qui sont peu regardants en termes d'ovules à féconder. Une fois rentré, le spermatozoïde est tout de suite éjecté. Son unique rôle est de donner le point de départ, après quoi l'œuf donnera un clone de sa génitrice. C'est là encore un cas où le sexe a été perdu récemment, puisqu'il y a persistance de mécanismes qui nécessitent le sexe pour fonctionner. Les pucerons femelles ont la capacité de se reproduire par parthénogenèse elles aussi. Du coup, c'est ce qui fait qu'elles peuvent envahir si vite les plantes dont elles se nourrissent malgré la présence de nombreux prédateurs, la reproduction parthénogénétique étant extrêmement rapide. Cependant, une fois par an, en automne, elles font du sexe. Yeah! Mais comment ça se fait que la reproduction sexuée se soit maintenue si son rendement est inférieur? Eh bien, lorsque l'hiver arrive, Winter is coming. les pucerons meurent de froid, tout simplement. Or, lors de la parthénogenèse, les femelles donnent directement naissance à des individus totalement formés, alors que lors de la reproduction sexuée, elles pondent des œufs. Et ces œufs, eux, résistent au gel. La génération ayant survécu jusqu'au printemps est donc issue du sexe, donc maintient la présence des mâles dans la population, bien qu'étant minoritaire.
Cependant, ce n'est pas le sexe lui-même qui est sélectionné ici, mais la capacité à faire des œufs. Chez le cyprès de Dupré, c'est le mâle qui se reproduit par parthénogenèse, son pollen contenant l'intégralité de son génome. Le pollen, c'est le gamète mâle. Et c'est là que c'est fou. Le pollen va envahir la graine de la femelle, éjectant l'ovule, et l'embryon sera purement et simplement un clone du mâle. Bien entendu, cela ne fonctionne que parce que cet arbre est hermaphrodite, donc chaque individu présente des fleurs mâles et femelles, permettant la persistance des deux sexes. Cependant, en ce qui concerne la partie femelle de ces plantes, elle est devenue totalement incapable de faire autre chose. La fleur femelle ne sait plus transmettre ses gènes, elle reproduit directement le pollen de n'importe quel mâle, y compris d'autres espèces. Ouais, les plantes, c'est vraiment un sacré bordel. La plupart du temps, les varans de Komodo se reproduisent de façon sexuée. Cependant, s'agissant d'une espèce insulaire, en l'absence prolongée de mâles sur un territoire donné, la femelle est capable de pondre des œufs issus de la parthénogenèse qui, par la duplication du code génétique de chaque ovule, donnera naissance à des mâles pour renouveler la population. En effet, les chromosomes déterminant le sexe des varans de Komodo sont très différents de ce que l'on trouve chez l'homme et les mammifères en général. Mais nous ne détaillerons pas ici, ça va bien. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'épisode Une vie sans sexe de la série documentaire Curiosité animale de David Attenborough. Au final, si le sexe existe, c'est parce qu'à la base, il a dû présenter un avantage sélectif qui fait qu'il est à présent prépondérant dans la nature. L'apparition de ce type de reproduction soumet donc les individus d'une même population à de nouvelles pressions de sélection, qui vont influer sur leur succès reproducteur. Ce nouveau mécanisme dit de sélection sexuelle va alors entrer en conflit avec celui de la sélection naturelle, puisque bien que la finalité sur le flux générationnel soit la même, les répercussions sur les individus sont quasiment en opposition. Il va alors se créer une sorte de coexistence en équilibre dynamique entre ces différents types de sélection. Et d'autres d'ailleurs. Qui vont chacun prendre le pas sur l'autre et inversement, selon les populations et leurs conditions d'existence, selon le hasard des variations et la stabilité ou non des environnements et des écosystèmes. Cela va aboutir à des stratégies diverses dans la lutte pour l'existence et la reproduction, selon les espèces, au cours du temps. C'est ainsi que, par exemple, certaines espèces, comme les tortues marines, vont privilégier la quantité de départ de descendants, comptant sur le fait que statistiquement, il y aura suffisamment de survivants atteignant l'âge adulte pour maintenir la population, malgré les multiples embûches qu'ils rencontreront. Comme les prédateurs. Le facteur principal est donc la sélection naturelle. Le tri se fait a posteriori sur la nouvelle génération, dont la survie et la longévité de chaque individu sont déterminantes pour l'avenir de l'espèce. A l'inverse, d'autres groupes, comme par exemple les oiseaux et les mammifères, privilégient la qualité. La sélection se fait avant même la conception. Le nombre de petits est restreint, mais les adultes développent des comportements parentaux afin d'augmenter leurs chances de survie et faire en sorte que la majorité atteigne l'âge adulte. Là encore, la sélection naturelle a un rôle phare, mais elle succède à la sélection sexuelle qui s'est appliquée à la génération précédente. Certes, il s'agit d'une interprétation quelque peu personnelle et simpliste, mais je trouve qu'elle illustre assez bien le propos. Ouais, t'as raison. Quelle bonne idée de conclure ton propos en admettant que tu dis de la merde. Sérieux, pour qui on passe après? En bref, que ce soit la sélection naturelle ou la sélection sexuelle qui prévalent selon les circonstances, on retrouve toujours un peu de l'influence de l'une et de l'autre dans les formes et les comportements des espèces vivantes.